À 7 heures le 24 janvier 1945, le sous-lieutenant Garland Merle Connor se tenait dans le poste de commandement gelé du 3e bataillon, 7e régiment d'infanterie, observant les obus d'artillerie allemands détruire la lisière des arbres à 400 mètres devant lui. 25 ans, officier du renseignement, récemment revenu de l'hôpital avec des blessures encore en cours de guérison. La 19e armée allemande avait massé 600 soldats d'infanterie et 6 chars Tiger Mark VI pour une contre-attaque conçue pour percer les positions américaines près de Houzen en France. Connor mesurait 1,68 m et pesait 54 kg. Cultivateur de tabac du comté de Clinton, dans le Kentucky, il n'avait jamais terminé ses études secondaires. L'école la plus proche se trouvait à 24 km de la ferme familiale. Il s'était engagé en mars 1941. 4 années de guerre, 10 campagnes majeures, 4 débarquements amphibies d'assaut, blessé 7 fois. La dernière blessure l'avait envoyé à l'hôpital 3 semaines auparavant. Il était revenu à son bataillon 2 jours plus tôt. Le 3e bataillon tenait une section de la ligne de front au nord de la poche de Colmar. La poche de Colmar était le dernier territoire tenu par les Allemands en France, 1370 km² de forêts gelées et de champs agricoles à l'ouest du Rhin. Les Allemands la tenaient depuis novembre. Toutes les tentatives pour éliminer la poche avaient échoué. La première armée française avait perdu des milliers d'hommes en essayant de repousser les Allemands de l'autre côté du Rhin. L'opération Nordwind avait commencé le jour de l'an, la dernière offensive allemande majeure à l'ouest. Hitler avait ordonné au groupe d'armées G de percer les lignes américaines en Alsace. Alors que la bataille des Ardennes faisait encore rage à 480 km au nord, l'offensive avait échoué, mais les Allemands dans la poche de Colmar restaient et ils étaient désespérés. Le 3e bataillon était en ligne depuis 18 jours. Les températures étaient en moyenne de moins 12 degrés Celsius. Pas de clair de lune. La neige recouvrait tout. Les soldats dormaient dans des trous de renard gelés quand ils pouvaient dormir. Les patrouilles allemandes sondaient les positions américaines chaque nuit. Le bataillon avait perdu 43 hommes en 2 semaines, principalement à cause de l'artillerie et des tirs de tireurs d'élite. Connor travaillait au poste de commandement du bataillon. Un officier du renseignement recueillait des informations sur les mouvements ennemis, interrogeait les prisonniers, analysait les rapports de patrouille, marquait les positions allemandes sur les cartes. Ce n'était pas un rôle de combat. Les officiers du renseignement restaient derrière la ligne de front. Ils travaillaient avec des cartes et des rapports. Ils ne dirigeaient pas d'attaque. Mais Connor n'était pas resté derrière les lignes pendant 4 années de guerre. Il avait gagné 4 étoiles d'argent pour action de combat direct. Octobre 1943 en Italie. Janvier 1944 à Anzio. Septembre 1944 en France, février 1945. Chaque étoile d'argent représentait une action où Connor avait risqué sa vie pour sauver d'autres soldats. Il avait une réputation dans le 3e bataillon. Quand la situation devenait désespérée, Connor avançait. À 7h15, le barrage d'artillerie allemand s'intensifia. Les obus marchaient à travers les positions avancées du bataillon. Les arbres explosaient. La terre et le sol gelés jaillissaient dans les airs. Le barrage dura 12 minutes. Puis il s'arrêta. Silence. Puis le bruit des moteurs de chars. Un coureur fit irruption dans le poste de commandement. Allemands en progression, 6 Tigers, infanterie derrière eux, des centaines de fantassins se déplaçant à travers les bois vers le flanc gauche du bataillon. Le commandant du bataillon regarda la carte. Si les Tigers atteignaient les positions américaines, ils rouleraient à travers les trous de renard. Le bataillon serait submergé. Il n'y avait pas de chars américains en position pour les arrêter. Pas de chasseurs de chars. La seule arme qui pouvait arrêter 6 Tigers était l'artillerie. Mais l'artillerie avait besoin d'un observateur avancé. Quelqu'un qui pouvait voir les Allemands avancer. Quelqu'un qui pouvait ajuster le tir. Le poste d'observation avancé avait été détruit par le barrage. Les observateurs étaient morts ou blessés. Personne ne pouvait voir l'avancée allemande depuis le poste de commandement. Les arbres bloquaient la vue. Si vous voulez savoir comment la décision de Connor s'est déroulée, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à partager davantage d'histoires sur des héros oubliés. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Retour à Connor. Connor étudia la carte. L'avancée allemande arrivait à travers une section de bois à 400 mètres du poste de commandement. Pour observer l'attaque,
Quelqu'un devrait courir 400 mètres à travers un terrain découvert sous le feu d'artillerie allemand, puis rester en position en avant de la ligne américaine pendant que 6 chars Tiger et 600 fantassins allemands avançaient directement vers lui. Connor prit un téléphone et 400 mètres de fil. Il regarda le commandant du bataillon. Puis il sortit du poste de commandement dans la neige. Le barrage d'artillerie allemand s'était arrêté, mais Connor savait qu'il reprendrait. Les Allemands tiraient toujours des barrages de préparation avant les attaques de chars. Ils attendraient que leur infanterie se rapproche. Puis les canons s'ouvriraient à nouveau pour clouer les défenseurs, pendant que les Tigers avançaient. Connor courut. 400 mètres de terrain découvert entre le poste de commandement et la ligne de front. La neige recouvrant la terre gelée. Le fil téléphonique se déroulait derrière lui. Il portait la bobine dans sa main gauche, le combiné téléphonique dans sa main droite. Ses bottes brisaient la croûte de neige à chaque pas. À 100 mètres, les canons allemands ouvrirent le feu. Les obus tombèrent à 40 mètres sur sa gauche, puis à 30 mètres sur sa droite. Les Allemands ajustaient. Ils avaient des observateurs surveillant le terrain découvert. Ils pouvaient voir un soldat américain solitaire courant vers leur attaque. Un obus toucha un arbre à 70 mètres devant. L'arbre explosa. Des éclats et des branches et des fragments de bois gelé pleuvaient. Connor continua de courir. Un autre obus tomba à 20 mètres derrière lui. L'onde de choc le frappa comme un poing. Il trébucha mais ne tomba pas. Le fil continuait de se dérouler. À 250 mètres, un obus détruisit un arbre directement sur son chemin. Le tronc se fendit en deux. La moitié de l'arbre s'écrasa sur la neige. Connor sauta par-dessus le tronc sans s'arrêter. Des éclats d'obus avaient déchiré les branches. Des morceaux de métal chaud sifflaient dans la neige. Un autre obus, celui-ci plus proche, à 15 mètres sur sa gauche. La terre gelée et la neige jaillirent. Des morceaux de terre pleuvaient sur lui. L'onde de choc martela ses tympans. Il ne pouvait plus entendre sa propre respiration, juste un sifflement aigu. Il atteignit la ligne de front américaine à 300 mètres. Les soldats étaient accroupis dans des trous de renard. Ils le fixaient. Un officier du renseignement courant vers l'avancée allemande avec un téléphone. Il ne s'arrêta pas pour expliquer. Il continua de courir vers l'avant, vers l'ennemi. 30 mètres au-delà des trous de renard américains, Connor trouva ce dont il avait besoin. Un fossé peu profond, peut-être 46 cm de profondeur. Pas assez profond pour arrêter les balles, pas assez profond pour protéger contre l'artillerie, mais assez profond pour lui donner une ligne de vue vers l'avancée allemande tout en gardant sa silhouette sous le niveau de la neige. Il se laissa tomber dans le fossé. Le fil téléphonique avait tenu. Il tourna la manivelle du combiné. La connexion bourdonna, puis une voix. Le centre de direction de tir d'artillerie à 5 km derrière la ligne de front. Obusier américain de 105 mm, 12 canons. Assez de puissance de feu pour briser une attaque allemande si les obus tombaient au bon endroit. Connor donna sa position. L'officier de direction de tir confirma. Connor était maintenant les yeux de l'artillerie du 3e bataillon. Tout dépendait de ce qu'il pouvait voir et s'il pouvait rester en vie assez longtemps pour diriger les canons. Il leva la tête au-dessus du bord du fossé. L'infanterie allemande était à 200 mètres, se déplaçant à travers les arbres en formation d'escouade, fusils prêts. Ils avançaient par courtes poussées. Une escouade se déplaçait pendant qu'une autre fournissait un tir de couverture. Soldats professionnels, expérimentés, ils savaient comment attaquer à travers des positions défendues. Derrière l'infanterie, les Tigers. Connor pouvait en voir 4. Des monstres massifs de 60 tonnes, poussant à travers les petits arbres comme s'ils étaient des arbrisseaux. Les Tigers restaient dans la lisière des arbres, utilisant la forêt pour se couvrir, mais ils arrivaient. Lents, méthodiques, ils sortiraient en terrain découvert dans quelques minutes. L'infanterie allemande ne l'avait pas encore vu. Il était seul, 30 mètres en avant de la ligne américaine, dans un fossé qui ne fournissait presque aucune protection, avec un téléphone et 600 soldats allemands marchant directement vers lui. Connor souleva le combiné. Il donna les coordonnées. Mission de tir, infanterie ennemie à découvert, 600 mètres. Ajustement. Les premiers obus arriveraient dans 40 secondes. Si les Allemands le repéraient avant que les obus ne tombent, ils le tueraient avant qu'il ne puisse ajuster le tir. Si les obus tombaient trop près de sa position, ils le tueraient de toute façon.
Si les obus tombaient trop loin de l'avancée allemande, l'attaque continuerait et 600 Allemands submergeraient les positions du 3e bataillon. Connor observa les Allemands avancer. Il compta les secondes. 38, 39, 40. Le ciel hurla. 12 obus de 105 mm frappèrent la lisière des arbres à 150 mètres derrière l'infanterie allemande. Trop loin. Connor saisit le combiné. « Baissez de 100 ! Tir d'efficacité !» L'infanterie allemande continua d'avancer. Il n'avait pas réagi aux obus. L'artillerie tombant derrière une avancée était normale. Cela signifiait que les défenseurs devinaient. Les Allemands savaient qu'ils avaient le temps avant que les Américains n'ajustent leurs tirs. Mais Connor ne devinait pas. Il pouvait voir chaque soldat allemand, chaque mouvement, chaque chef d'escouade signalant à ses hommes d'avancer. La deuxième salve arriva 18 secondes plus tard. Cette fois, les obus tombèrent au milieu de la formation allemande. La forêt explosa. Les arbres se désintégrèrent. Les éclats d'obus hurlèrent dans l'air dans toutes les directions. Les obus de 105 mm transportaient 6,5 kg d'explosifs chacun. 12 obus, 76 kg d'explosifs détonnant simultanément parmi 600 hommes entassés dans des formations d'attaque. Des soldats allemands disparurent. D'autres tombèrent. L'avancée s'arrêta. Connor tourna la manivelle du combiné. Répétez le tir, même coordonnée. Une autre salve, puis une autre. Les canons américains tiraient pour l'efficacité maintenant. Cadence de tir maximale. 4 coups par minute par canon. 48 obus toutes les 60 secondes martelant les mêmes 180 mètres carrés de forêt. L'infanterie allemande se dispersa. Les formations d'escouade se brisèrent. Les soldats coururent se mettre à couvert. Certains plongèrent derrière des arbres. D'autres essayèrent de ramper loin de la zone d'impact. La forêt était devenue un terrain de mise à mort. Mais les Tigers arrivaient toujours. Connor pouvait en voir 6 maintenant. Ils étaient sortis de la lisière des arbres en terrain découvert. L'artillerie ne les avait pas touchés. Les obus de 105 mm pouvaient endommager les chenilles ou l'optique d'un Tiger, mais ils ne pouvaient pas pénétrer le blindage. Les Tigers avaient besoin de coups directs, de multiples coups directs, et même alors, les obus pouvaient rebondir. Les chars avançaient en formation en coin, 2 devant, 2 derrière eux, 2 autres fermant la marche. Les commandants de chars se tenaient dans les tourelles. Ils scrutaient pour trouver des cibles, cherchant des positions américaines à engager. Un des Tigers tira. Le canon de 88 mm craqua comme le tonnerre. L'obus toucha un trou de renard américain à 300 mètres à la droite de Connor. La terre et la neige explosèrent vers le haut. Les soldats dans ce trou de renard étaient morts. Un autre Tiger tira. Un autre trou de renard oblitéré. Les Tigers étaient à 300 mètres de la ligne américaine. Dans 4 minutes, ils atteindraient les trous de renard. Une fois qu'ils auraient franchi la ligne défensive, le 3e bataillon s'effondrerait. Des Tigers à l'arrière des positions américaines signifiaient la panique, la déroute. Des centaines de soldats en fuite. Les Allemands poursuivraient. Ils massacreraient les Américains en retraite. Puis ils pousseraient plus profondément dans le secteur du 6e groupe d'armée. Tout le front pourrait s'effondrer. Connor changea sa mission de tir. Blindé ennemi en progression, 250 mètres. Ajuster le tir sur les chars. Le problème était la précision. L'artillerie n'était pas conçue pour tuer des chars. L'artillerie saturait des zones. Elle tuait l'infanterie à découvert. Elle détruisait des bâtiments. Elle coupait les lignes de communication. Mais les chars étaient de petites cibles. Des cibles rapides. Des cibles blindées. Les obus commencèrent à tomber autour des Tigers. Un obus tomba à 10 mètres devant le Tiger de tête. Le char traversa l'explosion. Un autre obus toucha derrière la formation. Les Tigers continuèrent d'avancer. Leur commandant savait que les 105 Américains ne pouvaient pas les arrêter. Ils traverseraient l'artillerie et entreraient dans les positions américaines. Connor avait besoin que les obus soient plus proches. Baissez de 50, tir d'efficacité. La salve suivante tomba parmi les Tigers. Un obus toucha la chenille droite du char de tête. La chenille se brisa. Le Tiger vira brusquement à droite et s'arrêta. Immobilisé, mais toujours dangereux. La tourelle pivota. Le canon de 88 mm était toujours opérationnel. Un autre Tiger reçut un obus sur le pont moteur. De la fumée commença à sortir de l'arrière du char. L'équipage pourrait l'abandonner ou continuer à se battre. Un Tiger désactivé avec un canon fonctionnel était toujours une forteresse. 4 Tigers avançaient toujours, et ils avaient ajusté leur trajectoire. Ils se dirigeaient vers la position de Connor. Les commandants de chars avaient repéré ces éclairs de bouche. Ils avaient vu le fil téléphonique.
Il savait que quelqu'un dirigeait l'artillerie américaine, et il venait le tuer. Connor vérifia le fossé. 46 cm de couverture. Pas assez pour arrêter un obus de 88 mm. Pas assez pour arrêter le tir de mitrailleuse. Pas assez pour arrêter quoi que ce soit qu'un char Tiger puisse lui lancer. Les Allemands étaient maintenant à 150 mètres. Assez près pour que Connor puisse voir les marquages des équipages des Balkans sur les tourelles. Assez près pour voir les visages des commandants de chars. Il souleva le combiné une fois de plus. « Tirez sur ma position !» L'officier de direction de tir lui répéta les coordonnées. Connor confirma. L'officier lui demanda de confirmer à nouveau. Appeler le tir d'artillerie sur sa propre position n'était pas une procédure standard. Cela signifiait que des obus amis tomberaient à quelques mètres de l'observateur. Cela signifiait que l'observateur pourrait mourir. Connor confirma une troisième fois. 40 secondes plus tard, les premiers obus tombèrent à 30 mètres devant son fossé. L'onde de choc donna l'impression d'être frappé par un camion. La pression atmosphérique changea, ses poumons se comprimèrent, sa vision se brouilla. La terre gelée et les éclats d'obus hurlèrent au-dessus de sa tête. Le son était au-delà du tonnerre. C'était le son de la fin du monde. Il resta dans le fossé. Il garda le combiné pressé contre son oreille. Baissez de 20, répétez le tir. La salve suivante tomba à 20 mètres, assez près pour qu'il puisse sentir la chaleur des explosions, assez près pour que les éclats d'obus déchirent l'air à 2 mètres au-dessus de sa tête. S'il se levait, il serait déchiqueté. Si les obus tombaient 10 mètres plus près, le fossé ne le sauverait pas. Les Tigers avaient cessé d'avancer. Les commandants de chars s'étaient calfeutrés, avaient fermé leurs écoutilles. L'artillerie tombait trop près. Même un équipage de Tiger ne voulait pas être à l'extérieur de son blindage quand des obus américains détonnaient à bout portant. Mais l'infanterie allemande se ralliait. Connor pouvait les voir se reformer. Formation de forces de compagnie. Peut-être 200 soldats qui avaient survécu au barrage initial. Ils utilisaient les Tigers comme couverture, restant derrière les chars massifs, se déplaçant quand les chars se déplaçaient, utilisant le blindage comme forteresse mobile. L'attaque continuait. Connor ajusta le tir. Il promena les obus d'avant en arrière à travers l'avancée allemande. Chaque fois qu'un groupe d'infanterie essayait d'avancer, il lâchait des obus sur eux. Chaque fois que les Tigers avançaient, il appelait le tir directement devant eux. Un Tiger reçut un coup direct sur la tourelle. L'obus ne pénétra pas, mais l'impact endommagea l'anneau de tourelle. La tourelle ne pivotait plus. Le char ne pouvait tirer que droit devant. Effectivement inutile. Un autre Tiger perdit sa deuxième chenille. 2 chenilles cassées signifiaient que le char ne pouvait pas bouger. L'équipage l'abandonna. 5 hommes se précipitèrent hors des écoutilles et coururent vers les lignes allemandes. Le tir de mitrailleuse américaine depuis les trous de renard en abattit 2. Les 3 autres disparurent dans la lisière des arbres. 3 Tigers restaient opérationnels et l'infanterie allemande se rapprochait. Connor pouvait voir des visages individuels maintenant à 100 mètres. Des soldats allemands rampant dans la neige, utilisant des cratères d'obus comme couverture, se déplaçant en petits groupes. Ils essayaient de contourner sa position. S'ils le contournaient, ils pourraient couper le fil téléphonique. Une fois le fil coupé, l'artillerie s'arrêterait. L'attaque réussirait. La température était de moins 12 degrés Celsius. Connor était allongé dans le fossé depuis 40 minutes. Ses mains étaient engourdies, ses pieds étaient engourdis. Chaque fois qu'un obus tombait près, de la terre gelée pleuvait sur lui. Elle entrait dans ses yeux, dans sa bouche. Le combiné était glissant de glace, mais il continuait d'appeler le tir. Un obus tomba à 15 mètres sur sa droite, puis un autre à 15 mètres sur sa gauche. Les Allemands l'avaient encadré. Leurs observateurs d'artillerie avaient localisé sa position avec précision. Ils essayaient de le tuer avec un tir de contre-batterie. Les obus allemands et les obus américains tombaient dans le même rayon de 100 mètres. Le fossé était devenu le point focal de 2 barrages d'artillerie. Les soldats dans les trous de renard du 3e bataillon pouvaient voir ce qui se passait. Un lieutenant solitaire allongé dans un fossé en avant de la ligne américaine, appelant l'artillerie sur sa propre position. Les obus allemands essayant de le tuer. Les obus américains tombant si près que des fragments frappaient le bord de son fossé. Et il ne bougeait pas. Il ne courait pas. Il restait en place, ajustant le tir, tuant des Allemands. L'infanterie allemande poussa à nouveau vers l'avant, à 80 mètres maintenant.
Assez près pour que Connor puisse entendre leurs officiers crier des ordres. Assez près pour entendre les culasses des fusils Mauser. Il baissa l'artillerie de 10 mètres supplémentaires. Les obus tombèrent entre lui et les Allemands qui avançaient. 60 mètres de sa position. Les ondes de choc le martelèrent. La terre se déversa dans le fossé. Quelque chose toucha son épaule gauche. Un éclat d'obus ou une pierre? Il ne pouvait pas dire. Son épaule devint engourdie. Il changea le combiné dans sa main droite. L'avancée allemande s'arrêta à nouveau, mais il ne battait pas en retraite. Il trouvait une couverture, attendait. Il savait que l'observateur d'artillerie américain devait être proche. Il savait que s'il pouvait le localiser, il pourrait le tuer. Et une fois qu'il serait mort, rien ne les arrêterait. Les 3 Tigers restants commencèrent à avancer à nouveau. Ils s'étaient dispersés, 50 mètres entre chaque char, se rendant plus difficiles comme cible. Ils étaient à 200 mètres des trous de renard américains. Maintenant, Connor appela le tir sur le Tiger le plus à gauche, puis le Tiger du centre, puis celui de droite. Il divisait l'artillerie entre les 3 cibles, essayant d'endommager les chenilles, essayant d'endommager l'optique, essayant de les ralentir. Un obus toucha la plaque glacis avant du Tiger central. Le blindage tint, mais l'impact fit basculer le char de 60 tonnes vers l'arrière. Le conducteur perdit momentanément le contrôle. Le Tiger vira à gauche. Sa chenille se prit sur une souche gelée. La chenille se bloqua. 2 Tigers avançaient toujours, et l'infanterie allemande était à moins de 50 mètres. L'officier allemand menant l'avancée de l'infanterie était à 30 mètres du fossé de Connor. Il pouvait voir le visage de l'officier. Jeune, peut-être 22 ans, probablement un lieutenant. L'officier signalait à ses hommes d'avancer avec des gestes de la main. Pas de cris maintenant. Ils étaient trop proches. Le son révélerait leurs positions exactes. 20 soldats allemands suivaient l'officier, rampant dans la neige, fusil prêt. Ils se déplaçaient en ligne de tirailleurs, essayant de submerger la position de Connor sous plusieurs angles simultanément. Connor tourna la manivelle du combiné. Il donna de nouvelles coordonnées. Baissé de 5, tir d'efficacité. Les obus tombèrent à 25 mètres devant lui. L'officier allemand disparut dans l'explosion. 4 de ses soldats aussi. Les autres se couchèrent à plat, se pressèrent dans la neige, attendirent que le barrage passe. Mais Connor ne laissa pas le barrage passer. Il garda les obus qui tombaient, ajusta à gauche, ajusta à droite, créa un mur d'explosion entre lui et l'infanterie allemande. Les obus tombaient si près maintenant qu'il pouvait sentir la chaleur sur son visage. Des fragments de métal chaud frappaient le bord du fossé. Certains fragments tombaient à l'intérieur du fossé. Un morceau d'éclat d'obus s'enfonça dans la terre gelée à 5 cm de sa main droite. Les 2 Tigers restants s'étaient rapprochés à 150 mètres des trous de renard américains, assez près pour utiliser efficacement leurs mitrailleuses. Les mitrailleurs de proue ouvrirent le feu. Rafale soutenue des mitrailleuses MG-34, 792 coups par minute. Les balles déchirèrent la lisière des arbres, mâchèrent les rondins, soulevèrent la neige et la terre autour des positions américaines. Les soldats dans les trous de renard ripostèrent, mais les balles de fusil ne pouvaient pas blesser un Tiger. Les mitrailleurs américains essayèrent de toucher les hublots de vision des Tigers, espérant aveugler les conducteurs, espérant forcer les chars à se calfeutrer complètement et ralentir leur avancée. Cela ne fonctionnait pas. Les Tigers continuaient d'avancer. Connor reporta le tir sur les chars. Il demanda des obus fumigènes mélangés à des explosifs. La fumée obscurcirait la vision des Tigers, rendrait plus difficile pour les commandants de chars de repérer les cibles. Les explosifs continueraient d'endommager les chenilles et l'optique. La batterie d'artillerie s'exécuta. Des obus fumigènes et des obus explosifs commencèrent à tomber autour des Tigers. Une fumée de phosphore blanc s'éleva, épaisse, suffocante. Les Tigers disparurent dans le nuage de fumée, mais ils continuaient d'avancer. Connor pouvait entendre les moteurs, entendre les chenilles broyer la terre gelée. La fumée ne les avait pas arrêtés, elle les avait seulement rendus invisibles. Un Tiger émergea du nuage de fumée. À 70 mètres des tranchées, le canon de 88 mm tira. Une position de mitrailleuse américaine explosa. 3 soldats morts. Connor appela le tir directement sur le Tiger. Danger immédiat. Il spécifia les coordonnées exactes. L'officier de direction de tir hésita. Ses coordonnées se trouvaient à moins de 50 mètres de la position de Connor. Le rayon d'éclat d'un obus de 105 mm était de 50 mètres.
Connor serait à l'intérieur de la zone mortelle. Connor répéta les coordonnées. Les obus tombèrent. Un obus toucha à 10 mètres derrière le Tiger. Un autre toucha à 15 mètres sur la gauche. Un troisième obus tomba directement devant le char. L'explosion déchira la coque avant du Tiger. Le périscope du conducteur vola en éclats. Le char vira brusquement à droite. Le conducteur était aveugle. Le Tiger s'écrasa dans un cratère et s'arrêta. L'équipage tenta de reculer. Les chenilles tournèrent dans le vide. Le char était coincé. Un Tiger restait et l'infanterie allemande s'était regroupée. Ils avançaient à nouveau. Cette fois sous un angle différent, utilisant la fumée comme couverture. Connor ne pouvait pas les voir. Il pouvait seulement les entendre. Des voix dans la fumée. Des bottes crissant dans la neige. Le cliquetis métallique des culasses de fusil. Il estima leur position et appela le tir. Les obus tombèrent dans la fumée. Il ne pouvait pas voir les résultats. Il ajusta en fonction du son. Quand il entendit des voix sur sa gauche, il déplaça le tir vers la gauche. Quand il entendit du mouvement sur sa droite, il déplaça le tir vers la droite. La batterie d'artillerie manquait de munitions. L'officier de direction de tir signala qu'il leur restait peut-être 15 minutes de tir soutenu. Après cela, ils devraient faire une pause pour recharger. 15 minutes sans soutien d'artillerie. Les Allemands utiliseraient cette fenêtre pour submerger les positions américaines. Connor était dans le fossé depuis 1 heure et 20 minutes. Son assistant l'avait rejoint 40 minutes plus tôt. Un soldat de première classe de la section de renseignement du bataillon. Le soldat avait rampé depuis les tranchées américaines avec du fil téléphonique supplémentaire et un combiné de secours. Le soldat était allongé à 1,50 m sur la droite de Connor, surveillant l'infanterie allemande, appelant les positions. Le soldat repéra un mouvement à 15 mètres, des soldats allemands arrivant à travers la fumée. Connor appela les coordonnées. Les obus tombèrent à 12 mètres. L'onde de choc souleva les 2 hommes du fond du fossé. De la terre, de la glace et des éclats d'obus remplirent l'air. Quelque chose toucha le soldat. Le soldat hurla. Un éclat d'obus avait déchiré sa jambe gauche. Le sang se déversa dans la neige. Connor attrapa le soldat et le tira plus profondément dans le fossé. Le soldat était encore conscient, encore vivant, mais il avait besoin d'un médecin, besoin d'évacuation. Le soldat refusa de partir. Il resta dans le fossé, continua à surveiller les Allemands. Sa jambe saignait, mais il pouvait encore voir, encore appeler les positions. Le dernier Tiger était maintenant à 60 mètres de la ligne américaine et des soldats allemands étaient à moins de 10 mètres de la position de Connor. Connor fit tomber l'artillerie à 5 mètres devant son fossé. Les obus tombèrent plus près que n'importe quelle mission de tir précédente. L'explosion le souleva complètement du sol. Son corps s'écrasa contre la terre gelée. Ses oreilles devinrent sourdes. Silence complet. Puis les acouphènes commencèrent, aigus, constants, noyant tous les autres sons. Mais les soldats allemands qui étaient à 10 mètres avaient disparu. Il tourna la manivelle du combiné. Ses mains tremblaient. De froid ou de choc ou d'épuisement, il ne pouvait plus le dire. La voix de l'officier de direction de tir arriva par le combiné, faible, lointaine, comme si l'officier parlait depuis un autre monde. Connor ajusta le tir sur le dernier Tiger. Le char était maintenant à 40 mètres des tranchées américaines. Assez près pour que ses mitrailleuses puissent supprimer chaque position défensive. Assez près pour que son canon principal puisse détruire les tranchées une par une à bout portant. La tourelle du Tiger pivotait, cherchant des cibles. Le commandant du char avait à nouveau ouvert son écoutille. Il se tenait dans la tourelle, scrutant la ligne américaine, choisissant quelle position détruire en premier. Connor donna les coordonnées, demanda des explosifs, concentration maximale. Tous les canons que la batterie pouvait diriger sur une seule cible. 12 obus arrivèrent simultanément. Le Tiger disparut dans une tempête d'explosions. Quand la fumée se dissipa, le char était toujours là, toujours intact. Le blindage avait tenu, mais le char ne bougeait pas. Les blocs de vision du conducteur avaient disparu, brisés par les éclats. Le commandant du char s'était laissé tomber dans la tourelle et avait claqué l'écoutille. Le Tiger était aveugle et immobile. L'équipage abandonna le véhicule. 5 hommes se précipitèrent dehors. Ils coururent vers la lisière des arbres. Des fusils américains tirèrent depuis les tranchées. 3 tankistes allemands tombèrent. 2 parvinrent à se mettre à couvert. Les 6 Tigers étaient détruits ou abandonnés. L'assaut blindé allemand avait échoué, mais l'infanterie se battait toujours. Des compagnies de soldats allemands étaient dispersées sur 300 mètres de forêt et de champs. Ils avaient subi des pertes massives,
Au moins 150 morts, peut-être 200. Mais 400 soldats restaient, et c'étaient des vétérans. Ils savaient comment se battre sans soutien de chars. Ils savaient comment utiliser le terrain, comment trouver un abri, comment avancer sous le feu d'artillerie. Connor déplaça le barrage vers les positions d'infanterie. Il fit marcher les obus à travers la lisière des arbres où les Allemands s'étaient mis à couvert, puis à travers les cratères d'obus où de petits groupes se cachaient, puis à travers les approches où des renforts pourraient avancer. L'officier de direction de tir signala 10 minutes de munitions restantes. Le commandant du bataillon intervint sur le réseau radio. Il ordonna à Connor de se retirer, de se replier vers la ligne américaine. L'artillerie fournirait un tir de couverture. Connor pourrait retourner aux tranchées. Connor resta dans le fossé. Depuis sa position, il pouvait voir toute la formation allemande. Pouvait voir chaque tentative de ralliement, chaque mouvement, chaque tentative de se reformer pour un autre assaut. S'ils se retiraient, les Américains perdraient leur observateur avancé. L'artillerie tirerait à l'aveugle. Les Allemands exploiteraient la brèche. Ils se masseraient pour une dernière poussée, et sans tir d'artillerie précis, cette poussée pourrait réussir. Le soldat blessé était toujours à côté de lui, toujours conscient. La jambe du soldat avait cessé de saigner. Le froid avait gelé la blessure. Le soldat gardait son fusil prêt, surveillant les approches. Si des soldats allemands chargeaient le fossé, le soldat se battrait. 2 heures s'étaient écoulées depuis que Connor avait quitté le poste de commandement. L'artillerie allemande recommença à tomber. Les observateurs allemands avaient finalement localisé la position exacte de Connor. Des obus tombèrent à 20 mètres derrière le fossé, puis à 15 mètres, puis à 10 mètres. Les Allemands faisaient marcher leurs tirs vers lui méthodiquement, professionnellement. Dans 1 minute, les obus tomberaient directement sur le fossé. Connor appela un tir de contre-batterie. Il donna les coordonnées des positions d'artillerie allemande. Les canons américains changèrent de cible, commencèrent à tirer sur les obusiers allemands à 5 km derrière la ligne de front allemande. Le tir d'artillerie allemand diminua, puis s'arrêta. Le tir de contre-batterie fonctionnait. Les servants allemands se mettaient à couvert ou mouraient. Connor déplaça le tir vers l'infanterie allemande. Le soleil s'était levé plus haut. Plein jour maintenant. Les Allemands pouvaient voir combien d'entre eux étaient morts, pouvaient voir les Tigers détruits, pouvaient voir la forêt criblée de cratères, pouvaient voir un lieutenant américain allongé dans un fossé peu profond avec un téléphone. Un homme appelant le tonnerre. Une escouade allemande tenta une dernière fois. 8 soldats. Ils arrivèrent de la gauche en courant, essayant de réduire la distance avant que Connor ne pût ajuster le tir. Ils étaient à 70 mètres quand ils sortirent de leur couverture. Ils parcoururent 40 mètres avant que les obus n'arrivent. L'escouade disparut. Les explosions projetèrent des corps dans les airs. Plus aucun soldat allemand ne tenta d'avancer. L'officier de direction de tir signala 5 minutes de munitions restantes. Ensuite, les canons se tairaient, mais l'attaque allemande avait calé. Les soldats allemands survivants se repliaient, s'éloignant de la zone de mort, traînant des camarades blessés avec eux, laissant leurs morts derrière eux. Connor continua à faire tomber les obus, poursuivit les Allemands en retraite, s'assura qu'ils continuaient de courir, s'assura qu'ils ne se reformaient pas, s'assura qu'ils comprenaient qu'essayer d'attaquer à nouveau les positions du 3e bataillon signifierait la mort. 3 heures après que Connor eut décroché le téléphone et quitté le poste de commandement, la contre-attaque allemande était terminée. Connor resta dans le fossé encore 20 minutes, observant, s'assurant que les Allemands ne se regroupaient pas, s'assurant qu'aucune attaque de suivi n'arrivait. Le combiné téléphonique était silencieux. La batterie d'artillerie avait cessé le feu. Les canons devaient recharger, devaient refroidir, devaient se préparer pour la prochaine urgence. Le champ de bataille était silencieux. Pas de bruit de moteur, pas de tir de fusil, pas d'explosion. Juste le vent se déplaçant à travers les arbres brisés et le son d'hommes blessés appelant à l'aide. Des voix allemandes, faibles, lointaines, venant de la lisière des arbres à 300 mètres. Connor se leva finalement. Ses jambes le portaient à peine. 2 heures allongé dans la terre gelée. Ses muscles s'étaient bloqués. Ses articulations refusaient de plier. Il fit un pas, puis un autre. Le soldat blessé tenta de se lever, ne put pas. Connor l'aida à se lever, soutint son poids. Ils commencèrent à marcher vers la ligne américaine. Des soldats émergèrent des tranchées. Ils fixèrent Connor, le fossé où il avait été allongé, le sol criblé de cratères entre le fossé et les positions allemandes.
La Terre ressemblait à la surface de la Lune. Des cratères d'obus se chevauchant, du matériel détruit, des morceaux de Tiger éparpillés sur 200 mètres. Des corps. Le commandant du bataillon rencontra Connor à la ligne de tranchée. Le commandant regarda le champ de bataille, regarda Connor, ne parla pas, hocha simplement la tête. Des médecins emmenèrent le soldat blessé au poste de secours. Le soldat survivrait. La blessure à la jambe était nette, pas d'os cassé. Il serait de retour avec le bataillon dans 6 semaines. Connor se rendit au poste de commandement. Son épaule était toujours engourdie. Quelque chose l'avait touché. Il ne pouvait pas se rappeler quand. Pendant la 3e heure, peut-être la 4e. Un médecin examina l'épaule. Un éclat d'obus. Petit morceau incrusté juste sous la peau. Le médecin le retira, banda la blessure, dit à Connor qu'il avait de la chance. La section de renseignement avança après la retraite allemande. Ils comptèrent les corps, comptèrent le matériel détruit, prirent des notes pour le rapport d'action. 53 soldats allemands confirmés morts, 78 autres blessés laissés derrière, quand les Allemands se retirèrent. Les pertes allemandes réelles étaient plus élevées. Les Allemands avaient ramené beaucoup de leurs morts et blessés vers leur propre ligne pendant la retraite. Les estimations plaçaient le total des pertes allemandes à plus de 150 tués et blessés. Les 6 chars Tiger détruits ou abandonnés, 4 immobilisés par des dommages d'artillerie, 2 abandonnés après des pannes catastrophiques de chenilles. Les équipes de récupération américaines récupéreraient les Tigers plus tard, les démonteraient pour le renseignement, examineraient le blindage, étudieraient les systèmes de contrôle de tir. Le 3e bataillon avait perdu 11 soldats tués, 23 blessés. La plupart des pertes s'étaient produites avant que Connor n'atteigne le fossé. Pendant le barrage d'artillerie allemand initial, les Tigers avaient tué 3 autres Américains avant leur destruction. Après que Connor eut commencé à diriger l'artillerie, les pertes américaines avaient cessé. Le bataillon resta sur la ligne pendant encore 8 jours. Les Allemands n'attaquèrent plus. Ils avaient perdu trop d'hommes, trop de chars. L'offensive de la poche de Colmar était terminée. La 19e armée passerait les 2 semaines suivantes à essayer de tenir leur position, pendant que la première armée française se préparait pour la poussée finale. Le 10 février 1945, le lieutenant-général Alexander Patch présenta à Connor la Distinguished Service Cross. Patch était le commandant de la 7e armée. Il était venu au 3e bataillon spécifiquement pour présenter la décoration. La citation disait « Héroïsme extraordinaire pendant la contre-attaque allemande du 24 janvier ». Elle détaillait l'avancée de Connor sous le feu, ses 3 heures à diriger l'artillerie depuis une position exposée, sa décision d'appeler le tir sur sa propre position quand les Allemands se rapprochèrent à quelques mètres. Le commandant du bataillon avait recommandé Connor pour la Medal of Honor. Les documents étaient remontés par la division, par le corps d'armée, par l'armée, mais le délai de décoration était trop lent. Connor était renvoyé chez lui. Il avait été au combat pendant 28 mois consécutifs. Il avait été blessé 7 fois. L'armée le renvoyait aux États-Unis. Le 15 mars, Connor quitta la France. Il embarqua du Havre sur un navire de transport. Arriva à New York 3 semaines plus tard. Il fut honorablement démobilisé le 22 juin 1945. La guerre en Europe se termina le 8 mai. Connor était déjà chez lui, essayant déjà d'oublier. Albany, Kentucky, organisa un défilé pour lui en mai. La ville honora son soldat de retour. Alvin York parla lors de la cérémonie. York était le récipiendaire de la Medal of Honor le plus célèbre de la Première Guerre mondiale. Il venait de Pall Mall, Tennessee, à 80 km d'Albany. York comprenait ce que Connor avait fait, comprenait le poids de cela. Connor rencontra une femme au défilé, Pauline Wells. Elle avait 20 ans. Elle avait entendu les histoires sur le service de Connor, avait entendu les citations de médailles lues à haute voix pendant la cérémonie. Elle ne pouvait pas croire les histoires, ne pouvait pas croire que le fermier silencieux d'1,68 m debout devant elle avait fait ce que les officiers décrivaient. Connor ne parlait pas de la guerre. Quand les gens demandaient, il disait qu'il avait laissé ses souvenirs de l'autre côté de l'océan Atlantique. Il ne les ramènerait pas chez lui. Il épousa Pauline le 9 juillet 1945. Ils vécurent sur Indian Creek, à plusieurs kilomètres au nord d'Albany, une ferme sans électricité, sans eau courante. Ils travaillaient la terre avec des mules et des chevaux, du tabac, du maïs, les mêmes cultures que la famille de Connor cultivait depuis des générations. En 1950, le gouvernement acheta leur propriété. Le lac Cumberland était en cours de création.
Le réservoir inonderait leur ferme. Ils déménagèrent dans la communauté de Roland, dans le sud-est du comté de Clinton. Recommencèrent. Nouvelle terre, nouvelle culture, même vie. Connor devint président du bureau agricole du comté de Clinton, occupa le poste pendant 17 ans. Il aida d'autres fermiers, les conseilla sur la rotation des cultures, sur la conservation des sols, sur la gestion de la bureaucratie agricole. Il était actif dans les organisations d'anciens combattants, les anciens combattants paralysés d'Amérique, les anciens combattants américains handicapés. Il voyageait dans les comtés voisins pour aider les anciens combattants à déposer des demandes de prestations. Il ne parla jamais du 24 janvier 1945. Pauline lui demanda une fois au début de leur mariage ce qui s'était passé en France. Qu'avait-il fait pour mériter toutes ces médailles? Connor la regarda, dit qu'il avait fait ce qui devait être fait. C'était tout. Il ne voulut pas développer. Les médailles restèrent dans une boîte en carton à l'intérieur d'un sac de marin au fond du placard du salon. Pauline savait qu'elles étaient là. Elle les avait vues une fois. La Distinguished Service Cross, 4 Silver Stars, la Bronze Star, des Purple Hearts, la Croix de guerre française. Mais Connor ne les exposa jamais, ne les mentionna jamais, ne les porta jamais. 53 ans passèrent. En 1996, un ancien combattant nommé Richard Chilton écrivit au domicile des Connor. Chilton faisait des recherches sur son oncle, le soldat de première classe Gordon Roberts. Roberts avait été tué à Anzio en janvier 1944. Chilton avait appris que Roberts avait servi avec Connor. Il voulait savoir si Connor se souvenait de quelque chose sur les derniers jours de son oncle. Connor invita Chilton à venir. Ils s'assirent dans le salon. Connor avait 77 ans, diabétique, insuffisance rénale. Il lui restait peut-être 2 ans. Connor parla à Chilton d'Anzio, de Roberts. Connor avait porté Roberts jusqu'à un poste de secours médical après que Roberts eût été touché, était resté avec lui jusqu'à sa mort. Pendant que Connor parlait, il commença à pleurer. 52 ans plus tard, et le souvenir le brisait encore. Pauline suggéra à Chilton de consulter les dossiers militaires de Connor. Peut-être y aurait-il des informations sur Roberts? Elle sortit le sac de marin, la boîte en carton. Chilton l'ouvrit, vit les médailles, lut les citations. Ses mains commencèrent à trembler. Il regarda Connor, puis Pauline, dit une phrase. Cet homme aurait dû recevoir la Medal of Honor. Chilton commença le processus, déposa des documents auprès du Conseil de l'armée pour la correction des dossiers militaires, rassembla des déclarations de témoins oculaires d'hommes qui avaient servi avec Connor, construisit un dossier pour faire passer la Distinguished Service Cross au niveau supérieur. Le Conseil rejeta la demande en 1997, rejeta un appel en 2000. Connor mourut le 5 novembre 1998. Il avait 79 ans. Il fut enterré au cimetière Memorial Hill, à Albany. La Distinguished Service Cross partit avec lui. Mais Pauline ne s'arrêta pas. Elle rassembla plus de témoignages oculaires, trouva 3 soldats qui avaient été dans les tranchées le 24 janvier, qui avaient regardé Connor dans ce fossé pendant 3 heures, qui avaient vu ce qu'il avait fait. Elle soumit à nouveau le dossier en 2008. Rien ne se passa. Des historiens soutinrent la promotion, des auteurs, des législateurs. Stephen Ambrose écrivit sur Connor en 2000, qualifia ses actions de bien au-delà de l'appel du devoir. Le Sénat du Rhode Island adopta une résolution en 2005 appelant à la Medal of Honor. 7 généraux à la retraite approuvèrent la demande. Toujours rien. En 2014, Pauline poursuivit l'armée devant un tribunal fédéral. Un juge statua qu'elle avait attendu trop longtemps. Elle fit appel devant la cour d'appel du 6e circuit. L'affaire alla en médiation. Pendant les procédures, l'avocate du gouvernement s'effondra en pleurs. Son père avait servi dans le 3e bataillon, avait été blessé le 25 janvier, un jour après l'action de Connor. Elle dit que Connor avait peut-être sauvé la vie de son père. Le Conseil de l'armée recommanda finalement la promotion en 2015. Le Congrès adopta une législation levant la limite de temps. Le 29 mars 2018, la Maison-Blanche annonça la décoration. Le 26 juin, le président Trump présenta la Medal of Honor à Pauline dans la salle Est. Elle avait 89 ans. Cela faisait 22 ans que Chilton avait ouvert cette boîte en carton. 20 ans depuis la mort de Connor.
La citation fut lue à haute voix. Le lieutenant de première classe Garland Merle Connor s'est distingué par des actes de bravoure et d'intrépidité. S'est porté volontaire pour courir 400 mètres sous le feu ennemi, a dirigé l'artillerie pendant 3 heures depuis une position exposée, a appelé le tir sur sa propre position, a tué 50 Allemands, a arrêté 6 chars Tiger, a sauvé son bataillon. Pauline tint la médaille que son mari n'avait jamais recherchée, n'avait jamais mentionnée, avait laissée dans une boîte pendant 50 ans parce qu'il pensait qu'en parler serait de la vantardise. Le deuxième soldat le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale après Audie Murphy, et presque personne ne connaissait son nom. Si cette histoire vous a ému comme elle nous a émus, faites-moi une faveur. Appuyez sur ce bouton j'aime. Chaque j'aime indique à YouTube de montrer cette histoire à plus de personnes. Appuyez sur s'abonner et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées d'archives poussiéreuses chaque jour. Des histoires sur des soldats qui sauvent des bataillons avec du fil téléphonique et du courage. Des vraies personnes. Un vrai héroïsme. Déposez un commentaire maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Regardez-vous depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie ? Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas juste un spectateur, vous faites partie de ceux qui gardent ces mémoires vivantes. Dites-nous votre emplacement, dites-nous si quelqu'un dans votre famille a servi. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci d'avoir regardé, et merci de faire en sorte que Garland Merle Connor ne disparaisse pas dans le silence. Ces hommes méritent d'être rappelés, et vous aider à faire en sorte que,